le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprend les transitions dans lequel nous explorons les coulisses des transformations environnementales, numériques et managériales des individus et des organisations. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvel invité. On est ravis d'accueillir dans Déclic Pâquerette. Bonjour Pâquerette. Bonjour. Pâquerette, donc Desmottes Ménard, tu es la directrice générale d'Actavista. Oui. Certains projets démontrent que la transition des organisations peuvent profondément être ancrées dans le réel. À Marseille, des initiatives comme Actavista, Bao Formation dont on va parler et la transformation de la citadelle incarnent cette ambition, redonner des perspectives à des personnes éloignées de l'emploi tout en répondant aux défis des filières d'avenir. Alors, première question, on va aborder ce podcast, cet épisode sur la vision et le sens dans un contexte un petit peu mouvant où l'on parle beaucoup de transition. Ton approche part du terrain, des personnes et des savoir-faire. Pâquerette, selon toi, qu'est-ce que ces projets disent d'une nouvelle manière de transformer justement notre organisation aujourd'hui ? Alors, c'est vrai qu'on dit beaucoup qu'on est dans une période de transition un peu accélérée. Et je pense que des transitions, finalement, dans l'histoire de la société et du monde, il y en a eu tout le temps et parfois des très fortes aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, on en vit certaines qui sont plus accélérées dans certains domaines. En tout cas, je ne sais pas si... De notre expérience avec nos organisations, qui sont ces trois associations-là, on essaye de revenir finalement à quelque chose d'assez pragmatique qui est construire une organisation autour des hommes et des femmes, avec ces hommes et ces femmes, et au profit finalement des personnes et de la société, et en essayant au maximum de respecter l'environnement qui nous entoure. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'on essaye de construire avec nos structures qui effectivement sont très ancrées aussi dans le réel. Nos métiers, c'est de la restauration du patrimoine, c'est de la transmission des savoir-faire. Donc c'est quelque chose de très, je dirais, ancré dans le réel, de très durable aussi, et qui rentre dans cette, dans cette forme de pragmatisme qui est de s'appuyer sur ce qui existe, de le conserver, de le transmettre. Alors justement, le premier lieu, la première structure dont on va parler, c'est la Citadelle à Marseille, qui a réouvert il y a peu finalement. En 2024, mai 2024. Et qui avait été fermée aussi pendant de nombreuses années. En Marseillais, plus de 360 ans. Elle a été construite entre 1660 et 1664 et ça a été un fort de siège et un lieu militaire donc, qui n'était pas destiné à être ouvert au public. Au-dessus du Vieux-Port, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ne connaissent pas encore la Citadelle, allez-y. La Citadelle, donc la transformation d'un lieu, c'est à la fois, comme tu disais, sur le plan patrimonial que ça peut l'être, sur le plan culturel, social. Comment justement vous avez réussi à faire dialoguer la préservation dont tu parlais historique et l'ouverture d'un nouveau lieu avec des usages inclusifs ? Alors, c'est pas une mince affaire, je tiens à le dire, effectivement, je le disais, fort de siège qu'on doit transformer en lieu d'accueil du grand public, donc c'est pas évident, et qui plus est un monument historique, donc dont on a la lourde tâche de le préserver, de le conserver, de le valoriser, en respectant évidemment les règles de l'art et le monument, qui n'étaient pas faits forcément pour accueillir du public, avec les normes actuelles aussi, notamment d'établissements recevant du public. Donc c'est une complexité, ça n'est pas insurmontable, on y arrive petit à petit, et puis il faut aussi partir de l'existant et réussir à travailler avec ce qu'on a sous la main, et on a la chance d'avoir quand même un lieu qui est assez extraordinaire, avec des espaces et des points de vue sur la ville qui sont magnifiques. Notre contrainte actuelle, c'est qu'on a peu d'espaces couverts bâtis, mais on est en train d'y travailler sur les prochaines phases de travaux pour pouvoir avoir des espaces et accueillir 300 personnes facilement dans un espace couvert qui permettra d'accueillir dans des meilleures conditions, quelle que soit la saison. Oui, puisque actuellement vous avez des salles de réunion, de séminaires, mais sur des plus petits formats. Là, vous aimeriez avoir des plus grands espaces pour accueillir, couverts, mais accueillir de... Tout à fait. On a effectivement des salles de réunion qui peuvent accueillir jusqu'à 60 personnes. On a des espaces extérieurs qui peuvent vraiment accueillir largement des jauges beaucoup plus grandes, mais on n'a pas aujourd'hui de plan de repli satisfaisant et qu'on aura très bientôt avec cette deuxième phase de travaux qui s'engage. C'est vrai qu'à Marseille, il fait beau, mais parfois, il y a quand même de la pluie et du vent. Il peut y arriver qu'il faut pouvoir anticiper ça. Ouais. Et justement, au-delà du lieu lui-même, qu'est-ce que le projet révèle sur le rôle que peuvent jouer aussi les organisations dans la fabrique de la ville, comme Marseille justement, et dans le lien social ?
C'est vrai que cette citadelle, elle fait 5 hectares. Elle est en plein cœur de Marseille, entre le 1er et le 7e. C'est presque un espèce de quartier dans la ville. En tout cas, on l'a abordé vraiment de cette manière-là. Et je pense que nos organisations, elles ont par leur taille modeste, elles ont cette capacité finalement à tester des usages, à créer des véritables laboratoires un peu de vie collective, de lieux de création de liens sociaux. Ça permet de tester des choses, tester des usages et le faire en collaboration avec les acteurs du territoire, les voisins, les CIQ. On a fait beaucoup de démarches participatives pour interroger en fait les Marseillaises et Marseillais sur leurs attentes sur ce lieu. Et donc on tisse après les activités qu'on déploie de cette manière-là pour essayer vraiment de faire un lieu qui va rassembler des publics qui n'ont pas forcément l'occasion de se croiser parce qu'on est convaincu que le patrimoine a cette force-là de pouvoir créer du lien et donc permettre la rencontre avec l'autre. Et on sait qu'aujourd'hui, combien c'est important de pouvoir créer ces conditions de mixité pour faciliter finalement la vie en collectif et en société. Le patrimoine pour créer du lien et des rencontres, ça je vais le retenir, on ne l'a pas encore évoqué dans Déclic, c'est super intéressant. Sur le modèle d'Actavista, repose une idée forte, celle de restaurer le patrimoine, là encore, pour reconstruire des parcours de vie. Concrètement, comment ce modèle il permet de recréer de la confiance chez des personnes éloignées de l'emploi, puisque vous accueillez donc des chantiers participatifs. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, et effectivement, sur nos chantiers, on accueille vraiment des personnes entre 18 et 65 ans qui ont tout en commun des grosses difficultés d'accès à l'emploi et à une formation. Et ce parcours de chantier d'insertion, c'est un vrai levier de reprise de confiance et de dignité pour ces hommes et ces femmes qui nous rejoignent. Le premier point, c'est le point le plus pragmatique, c'est parce qu'ils ont un contrat de travail. Ils sont à la fois en contrat de travail et formés. Et donc déjà, ça permet de reprendre pied souvent dans des vies très chaotiques et très marquées par la misère, souvent, et la difficulté. Et puis, il y a effectivement la conviction très forte qui a été poussée par le fondateur de l'association de vouloir aller confier à ces personnes qui rentrent dans le parcours des beaux monuments, des monuments plutôt historiques ou du patrimoine vernaculaire, parce que on a cette conviction qu'en fait confier des belles choses, des choses auxquelles la société tient finalement, c'est une manière de montrer aussi que ces personnes-là on tient à elles et que on les met pas sur des tâches que personne ne veut faire. Donc il y a quand même cette dimension patrimoine historique. Alors même si c'est très, on le sent, on est convaincu. Après, c'est très variable d'une personne à l'autre. Il peut potentiellement y avoir des gens chez qui ça ne fait rien. Oui, il y a des sensibilités, des sensibilités différentes. Mais quand même, ils voient le regard, justement, à la citadelle, maintenant qu'elle est ouverte, des visiteurs sur les chantiers qui sont faits, les visites de partenaires qui portent un regard émerveillé sur le travail qui est réalisé, parce que c'est quand même des beaux métiers, des métiers qui sont nobles, et puis on voit le résultat concret. Donc, ça contribue très clairement à la fierté et à la dynamique positive qui se crée dans le parcours. Et puis, il y a la possibilité de passer un diplôme aussi à la fin du dispositif. On propose à nos salariés de passer un titre professionnel de niveau 3, qui est l'équivalent un peu d'un CAP, mais côté plus ministère du Travail. Et là aussi, pour 70% d'entre eux qui n'ont aucun diplôme, c'est une manière de valoriser leur parcours et de reprendre confiance et de donner confiance aussi à un futur employeur. Un lieu qui se veut utile du coup pour les Marseillais, mais aussi pour des personnes à la recherche d'un emploi qui sont éloignées. Rendre accessible aussi le beau, c'est ce qu'on entend, pour retrouver confiance en soi. Tout à fait, rendre accessible le beau. Là aussi, la perception du beau est très variable selon les personnes. Mais il y a quand même, je pense que tout le monde partage le fait que le patrimoine, ça reste quelque chose qui est déjà universel. Tout le monde a du patrimoine dans son pays d'origine, d'où qu'ils viennent. Il y a quelque chose de rassurant, c'est stable, ça dure, c'est porteur de multiples histoires. Ouais. Et finalement, ce qu'on partage aussi, c'est que toutes les personnes qui viennent, qui interagissent au sein de cette citadelle, finalement, ils sont porteurs d'une histoire au sein de ce lieu. C'est le cas de nos salariés en insertion. On a travaillé notamment à la citadelle avec une écrivaine qui a fait de la collecte de mémoire
et qui a interrogé aussi bien des personnes qui avaient eu des ancêtres emprisonnés au fort ou des militaires qui ont travaillé au sein du fort, mais aussi nos salariés en insertion qui le restaurent. Et donc, c'est aussi une manière de leur dire votre histoire, la manière dont vous interagissez avec le lieu, elle a de la valeur aussi, autant que d'autres faits ou d'autres histoires au sein du lieu. Ouais, on imagine que ça permet aussi de retrouver une place dans cette société quand on est en perte de confiance, notamment quand on est à la recherche d'un emploi, quand on en est éloigné. Ça vous permet de retrouver une place aussi dans un collectif, dans une histoire, comme tu le dis, qui paraît essentielle. Oui, effectivement, ce qui est très important, c'est parfois la recréation, la création de liens sociaux, et c'est le fait qu'ils travaillent en équipe. Et c'est de retrouver, pour beaucoup qui souffrent de grosse solitude, de retrouver des collègues avec qui on peut discuter, avec de la solidarité entre les uns et les autres, la découverte aussi de cultures qui sont différentes. Et ça, effectivement, c'est un des leviers très importants de la reprise de confiance et de la projection vers l'avenir. Sur justement la formation et les compétences, avec la formation BAO, vous défendez une pédagogie là aussi de learning by doing, tu vas nous en parler. Pourquoi cette approche elle est aussi particulièrement pertinente aujourd'hui, notamment sur les métiers liés aux transitions ? Alors effectivement, c'est pas nouveau finalement. Cet apprentissage par le geste, c'est quelque chose là aussi, ça reste quelque chose de très pragmatique et simple, mais c'est redoutablement efficace. On sait qu'on retient 10% de ce qu'on lit, mais 90% de ce qu'on fait. Et c'est vrai que nous, en plus, quand on n'est pas adapté ou qu'on a du mal à s'adapter aux méthodes d'apprentissage théoriques du moment, c'est très compliqué. Et effectivement, l'apprentissage par le geste est finalement ce qui est le plus simple et le plus efficace à mettre en œuvre et qui permet d'adresser un public très large, à la fois des gens qui sont tout à fait capables ou prêts à évoluer dans le système classique, mais aussi pas. Parce que là, du coup, on parle d'éco-construction, d'énergie, de rénovation. Oui, alors c'est vraiment tout ce qui touche le BAO Formation, c'est l'organisme de formation qui a été créé par Actavista, donc qui a vraiment déployé sa méthodologie de formation sur les chantiers d'ACTA au profit des salariés en insertion et qui aujourd'hui utilise cette méthodologie qui est vraiment travaillée par le geste, faire des séquences très pragmatiques, qui permet de créer de la formation sur mesure. Elle le déploie au profit des entreprises du territoire qui ont des besoins sur des champs d'activités qui vont toucher le bâtiment durable, la transition écologique, notamment tout ce qui touche au solaire, à l'isolation thermique des bâtiments par l'extérieur, au réemploi, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, BAO en fait est en capacité de créer de la formation sur mesure pour répondre aux besoins des entreprises quand il y a peu ou pas de formation adaptée dans ces métiers émergents. Je prends l'exemple du solaire, ça date un peu maintenant, mais on avait rencontré des acteurs du solaire qui nous disaient aujourd'hui la filière est bloquée parce qu'il n'y a pas de poseurs de panneaux photovoltaïques, il n'y a pas de formation adaptée. Et donc on a mis autour de la table des entreprises de la filière. On a créé une formation sur mesure, très pragmatique. On a besoin de quoi ? Un peu de couverture, un peu d'électricité, un peu de scie. Et cette formation de 3 mois, elle permet d'être adressée à des demandeurs d'emploi. Et comme c'était des métiers extrêmement en tension, aujourd'hui c'est un peu en dents de scie, mais de les mettre en emploi. De répondre à un besoin du territoire. Exactement. Ouais. Très concrètement. Et c'est vraiment l'idée, c'est dans les métiers émergents, autour un peu de cette question de l'habitat durable et de la transition énergétique, apporter des solutions de formation quand elles sont inexistantes ou inadaptées, et ensuite permettre d'adresser ces formations et d'être un peu un trait d'union entre les demandeurs d'emploi et les entreprises du territoire qui recrutent. Alors, bonne transition, le trait d'union justement entre Actavista, BAO Formation et la Citadelle. Elles répondent toutes les trois, ces 3 structures, à des enjeux différents, mais quand même profondément liés, on le comprend à travers l'épisode. Comment vous articulez justement ces 3 dimensions pour créer un modèle durable ? Alors, effectivement, ce sont 3 projets qui sont très imbriqués, qui portent à la fois Actavista, plutôt la dimension insertion, BAO Formation, transmission des savoir-faire, Citadelle, toute la dimension culturelle et touristique. Je crois que ce qui fait vraiment la force du collectif, c'est que ce ne sont pas des projets qui sont juxtaposés les uns aux autres, mais qu'en fait il y a des réelles interactions et du vrai travail commun en fait collectif entre ces 3 structures. Donc avec des projets qui sont hyper intéressants, ça va en fait la Citadelle a ouvert ses jardins, mais il y avait encore les chantiers à l'intérieur et on a assumé pleinement la dimension chantier avec l'ouverture au public. Et donc, juste à poser chantier, exploitation, c'était pas évident, mais en fait, c'est ce qu'on a voulu
montrer un peu quelque part l'envers du décor et la dimension sociale du projet. Pour l'avoir vu, effectivement, c'était hyper enrichissant aussi de voir ce côté-là de la citadelle. Ça a vraiment été notre parti pris dès le début, c'est de se dire en fait ces chantiers, parce qu'ils ont cette dynamique sociale et inclusive, on veut en faire un des piliers du projet de la citadelle et on veut assumer pleinement cette dimension-là. C'est Bao Formation qui va créer des ateliers de formation à taille de pierre pour du grand public de la citadelle. Ce sont des artistes en résidence qui vont venir travailler des projets avec les salariés en insertion. Il y a vraiment des choses, voilà, des passerelles qui se créent, qui font que c'est des projets vraiment qui dialoguent ensemble et qui, du coup, même si on a encore beaucoup à explorer dans nos synergies potentielles, en tous les cas, c'est ça qui fait vraiment, je pense, du projet quelque chose de potentiellement très fort, très puissant, très ambitieux. Et voilà. Et puis il y a quand même ces 3 projets qui appartiennent au groupe SOS. On a une gouvernance commune aussi qui permet d'assurer une forme de socle commun, de partage de valeurs aussi, qui est très importante pour nous. Et toi, Pâquerette, quel était ton déclic pour pour piloter tous ces projets? Est-ce que tu as un déclic et lequel? Alors, ça va être très banal ce que je vais dire, mais mon déclic, ça a vraiment été la rencontre avec Actavista, parce que moi, j'ai toujours travaillé dans le secteur de la restauration du patrimoine, mais j'étais pas particulièrement familière ni au projet d'insertion, ni au champ du social. Et ça a été une découverte parce que j'ai travaillé longtemps à la Fondation du patrimoine et on a accompagné Actavista à une période où j'étais basée à Marseille. Et ça a vraiment été une découverte parce que c'était quand même extrêmement culotté d'aller faire dialoguer et de conjuguer la restauration de patrimoine historique, qui est quand même un milieu un peu feutré, un peu niche, avec des chantiers d'insertion, et quelque part de dire, en fait, avec des personnes qui sont quand même globalement un peu paumées, avec des grosses difficultés, on va restaurer des bâtiments dans les règles de l'art, et en fait, on va créer cette espèce de dynamique extraordinaire de transmission des savoir-faire, d'accompagnement des personnes, et on valorise le patrimoine. C'est quand même une idée de génie, et qui, aujourd'hui, il y a 20 ans, c'était vraiment pas simple, je pense, de convaincre. Aujourd'hui, ça l'est plus. C'est pas toujours encore très facile. Mais voilà, moi, j'ai trouvé que c'était un projet extraordinaire qui a vraiment du sens et qui est extrêmement utile. Et c'est pour ça qu'on essaye de continuer à le déployer et d'essaimer sur tout le territoire français. Voilà, c'était ça un peu mon déclic. Un grand déclic, finalement. Merci beaucoup, Pâquerette, pour tes partages, pour ton regard sur toutes ces transitions des individus et des organisations, puisque derrière tous ces projets, il y a des hommes et des femmes comme toi, comme nous. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci.